Chapitre 7. Neil complotait à voix basse avec Charlie et Knox dans le couloir du dortoir. Autour d'eux, les traditionnels préparatifs du coucher battaient leur plein. En pyjama clair et en robe de chambre à carreaux, les garçons se croisaient sur le chemin de la salle de bain en s'apostrophant joyeusement, une trousse de toilette ou un oreiller à la main. Neil balança sa serviette sur le creux de son épaule comme pour ponctuer une décision, donna une tape sur le dos de Knox et regagna sa chambre. Comme il étendait la serviette humide sur le dossier de sa chaise, il remarqua sur sa table un livre qu'il était sûr de ne pas y avoir posé. À un moment en arrêt, Neil s'empara du livre avec curiosité et en contempla un moment les coins mangés et la reliure fatiguée. Anthologie de la poésie. Indiqué sur la couverture des lettres gravées dont l'or était presque entièrement effacé. Neil la souleva avec précaution, et, sur la première page, écrite à la plume à l'encre noire, il découvrit le prénom de J. Keating. Sur la signature, Neil décrypta à voix haute Cercle des poètes disparus, à lire au début de chaque séance. Il s'allongea sur son lit et se mit à feuilleter le vieux volume pendant que, dans le couloir, le remue-ménage s'estompait progressivement. On entendit bientôt claquer la dernière porte et ce fut l'extinction des feux. Peu après, les pantoufles du vieux Heger, le surveillant du dortoir, glissèrent sur les lattes du parquet. Comme tous les soirs, il faisait sa ronde, s'assurant que le calme régnait avant de regagner ses pénates. Neil retint son souffle lorsque les pas s'arrêtèrent un moment à hauteur de sa porte, mais Heger reprit bientôt son chemin. Au milieu de la nuit, lorsqu'ils furent certains que le campus était plongé dans le plus profond sommeil, les garçons descendirent à pas de loup le grand escalier, emmitouflés dans leurs manteaux et leurs gants de laine. Certains portaient des lampes de poche dont les faisceaux dégriffaient des cercles lumineux à leurs pieds. Jaillissant soudain d'un recoin, le chien de garde du collège les fit tressaillir. Mais, heureusement pour eux, Pitts avait pensé à tout. Joli du tout, chuchota-t-il en gratifiant l'animal d'une poignée de biscuits. Riche idée que t'as eue, le félicita Neil. Cependant, le bruit avait alerté le vieux Heger, qui sortit sur le pas de sa porte, en bonnet et chemise de nuit. Il tendit l'oreille, regarda à gauche et à droite, mais, ne détectant pas le moindre signe de vie, il décida de réintégrer la chaleur de ses couvertures. Les garçons avaient abandonné le chien à son repas inespéré et couraient déjà en perdre haleine en direction de la rivière, bondissant dans les hautes herbes. Ils avaient rabattu la capuche en pointe de leur manteau, si bien que quiconque les voyant galoper ainsi les aurait sans doute pris pour une confrérie de moines en vadrouille ou pour une poignée de lutins courant la lande. Dans leur dos se profilait la masse sombre du collège, mais ils ne s'en souciaient guère, leur montrant le chemin. Les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête, l'excitation gonflait leur cœur et l'air froid stimulait leur courage. Bientôt, ils laissèrent derrière eux les limites du campus et s'enfoncèrent résolument dans les ténèbres d'une forêt de grands pins dont les troncs gigantesques s'élevaient comme les piliers d'une cathédrale. Une puissante odeur de résine et d'humus leur enfla la narine. Le vent qui sifflait dans les branchages avait les accents lugubres d'un orgue auquel répondait de temps à autre les ululements d'une chouette. Lorsqu'ils eurent franchi la rivière en bondissant de pierre en pierre, ils s'écartèrent en éventail pour chercher la grotte au milieu des fourrés, des rochers et des énormes racines. On y est presque, fit Knox. Ah, je suis le fantôme des poètes disparus, cria soudainement une ombre surgit de nulle part. Mix poussa un cri de terreur. C'est malin ça, dit-il en découvrant qu'il s'agissait de Charlie. J'ai trouvé la grotte, annonça celui-ci. On est chez nous, les amis. Les garçons s'engouffrèrent tous dans l'ouverture payante, après avoir ramassé des brindilles et des branches pour allumer un feu. Au prix de longs efforts, les flammes finirent par prendre vie et par projeter sur les parois leurs ombres mouvantes et démesurées. Une fracture dans la
cercle des poètes disparus de Walton, déclama enfin Neil. L'annonce fut saluée par des cris de joie. Les séances seront présidées par moi-même ou par un des initiés ici présents, poursuivit Neil. Todd Anderson, qui est dispensé de lecture, tiendra les minutes de chaque réunion. Comme le veut la tradition, je vais lire à présent le manifeste écrit par l'un de nos distingués membres, Henry David Thoreau. Neil ouvrit le livre que lui avait remis Keating et commença à lire. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. Bien dit, l'interrompit Charlie. Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Il avait prononcé les derniers mots plus lentement, comme soudain pénétrés de leur sens. Les autres s'étaient tus. L'invocation venait d'ouvrir le cercle magique. Novice Overstreet, à vous l'honneur, dit Neil. Il lui tendit le recueil que Knox feuilleta un moment avant de lire. Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves connaîtra un succès inattendu dans la vie ordinaire. Hurrah, s'écria Knox. Je veux connaître le succès avec Chris. Charlie se saisit du livre. Knox, on dirait que tu prends ça pour une vulgaire plaisanterie, lui reprocha-t-il avant de s'éclaircir bruyamment la voix. Il y a le sublime amour d'une jolie fille, et l'amour d'un homme mûr et juste, et l'amour d'un enfant sans crainte. Tous ont existé de tout temps. Mais le plus merveilleux des amours, l'amour de tous les amours, plus grand encore que l'amour pour la mer, c'est l'amour infini, tendre et passionné, d'un ivrogne pour un autre. Auteur anonyme, conclut Charlie en riant. Pitts reçut le livre entre les mains. Si j'ai ma femme, ne la dérangez pas, elle repose en paix, et moi aussi. Les garçons s'exclamèrent. John Dryden, 1631-1700. J'ignorais que ces types avaient le sens de l'humour. Pitts tendit le recueil à Todd, qu'il contempla avec effroi. Il s'aperçut de son trouble et s'empara rapidement du volume. Charlie le subtilisa. M'enseigner l'art de l'amour, il te faudra montrer bien plus d'esprit, car en matière je suis érudit, et Dieu de l'amour, l'improbable Cupidon, tirerait sans doute profit de mes leçons. Cette présomption fut accueillie par des ricanements. Allez les gars, soyons sérieux, fit-il. Ce fut au tour de Cameron. Nous sommes les faiseurs de musique et les rêveurs de rêves, errant le long des brisants solitaires, assis au bord des ruisseaux désolés, pauvres airs retirés du monde, et sur qui brille la lune pâle, et pourtant nous secouons et ébranlons le monde à l'infini, semble-t-il. De chants sublimes et immortels, nous élevons les grandes cités du monde. Et d'un récit fabuleux, nous forgeons la gloire d'un empire. Un seul homme, fort de son rêve, ira sans peine reconquérir une couronne, et trois, armés d'un rythme nouveau, peuvent provoquer la chute d'un empire. Car c'est nous, au fil des siècles, dans le passé enfoui de la terre, qui avons bâti Ninive de nos soupirs et Babel de notre seule allégresse. Amen, murmura une voix. Chut, j'ai à les autres. Poème d'Arthur O. Sognesi, 1844-1881. Après un court silence, Mix prit le livre et tourna quelques pages au hasard. Hé, écoutez celui-là. Dans la nuit qui m'enveloppe, noire comme l'enfer d'un pôle à l'autre, je remercie les dieux, quels qu'ils soient, de mon âme indomptable. C'était W.E.Henley, 1849-1903. Allez, gloussa Pitts, à qui? Ce fut au tour de Knox de chercher un poème à lire. Il feuilleta un long moment, puis poussa un gémissement de bonheur, comme si Chris venait de se matérialiser dans la grotte. Combien je t'aime au plus profond de... Charlie lui arracha le livre des mains. On se calme, Knox. Les autres éclatèrent de rire. L'anthologie tomba dans les mains de Neil. Les garçons se rapprochèrent autour du feu qui perdait de sa vigueur. Venez, mes amis, il n'est pas trop tard pour partir en quête d'un monde nouveau, car j'ai toujours le propos de voguer au-delà du soleil couchant. Et si nous avons perdu cette force qui autrefois remuait la terre et le ciel, ce que nous sommes, nous le sommes, des cœurs héroïques et d'une même trempe.
destin, mais fort par la volonté de chercher, lutter, trouver et ne rien céder. Extrait du poème Ulysse de Tennyson, conclut-il. Les garçons se turent, émus par la lecture vibrante de Neil et par le dessin ambitieux auquel les exhortait le poète. Pitts ouvrit le livre au hasard. Avec 2 morceaux de bois, il se mit à battre la mesure. J'avais une religion, j'avais une vision, et je vis le Congo, serpentin de moire, traversant la forêt dans un éclair noir. Tandis que Pitts lisait, l'imagination de ses auditeurs se laissa emporter par le rythme obsédant du poème. Répétant ces derniers vers en les scandant, ils se mirent à danser autour du feu et à pousser des rugissements de guerriers africains. Leur danse gagnait en intensité et en exubérance. Mix avait ramassé une vieille boîte de conserve et battait la mesure. Le livre à la main, Pitts mena la troupe à l'extérieur de la grotte, et la folle sarabande s'enfonça dans la nuit en chantonnant. Et je vis le Congo, serpentin de moire, traversant la forêt dans un éclair noir. En transe, ils tournoyèrent longtemps autour des grands arbres, comme accomplissant le rite initiatique de quelque fête païenne. Dans la grotte, les dernières lueurs du feu finirent par mourir, et les ténèbres enveloppèrent les poètes disparus. Haletants, ils mirent fin à leur frénésie et furent aussitôt agités de tremblements, de froid mais aussi de jubilation. On ferait mieux de rentrer, dit finalement Charlie. N'oubliez pas que, dans quelques heures, les cours reprennent. Ils serpentèrent à travers bois jusqu'à une clairière qui s'ouvrait sur le campus de Walton. Triste retour à la réalité, dit Pitts, tandis qu'il faisait halte pour contempler ces édifices d'aspect grave. Tu peux le dire, soupira Neil. Ils se lancèrent en silence vers le dortoir. Silhouette encapuchonnée partit à l'assaut de la sombre bâtisse. Ils crochetèrent le loquet qui fermait la porte de derrière et se glissèrent sur la pointe des pieds jusque dans leur chambre. Le lendemain matin, pendant le cours de littérature, les membres de cette folle équipée nocturne eurent toutes les peines du monde à réprimer des bâillements et des clignements de paupières. Monsieur Keating, quant à lui, arpentait la salle d'un pas rigoureux. Un homme n'est pas très fatigué, il est épuisé ou exténué. N'est-il pas très triste, dit. Il claqua des doigts et désigna un élève. Morose, hasarda celui-ci. Bravo, fit Keating. Le langage a été inventé pour une seule et unique raison, messieurs. Laquelle? Il se pencha sur Todd, assis au premier rang, mais comme celui-ci semblait l'implorer du regard, il se tourna vers Neil. Pour communiquer, monsieur. Erreur. Pour séduire les femmes. Dans cette entreprise, la paresse n'est pas de mise. Pas plus d'ailleurs que dans vos dissertations. Un éclat de rire secoua la classe. Keating ferma son livre, monta sur l'estrade et souleva une map monde qui couvrait en partie le tableau. Une citation écrite à la craie apparut alors. Keating lui à haute voix. Croyances et écoles tombées en désuétude. Quels qu'en soient les risques, je permets à la nature de s'exprimer sans frein, avec sa puissance originelle. Encore l'oncle Walt. Ah, mais comme il est difficile d'échapper à ses croyances et à ses écoles, conditionnés comme nous le sommes par nos parents, par nos traditions, par le rouleau compresseur du progrès. Comment dès lors exprimer nos vraies natures? Comment nous y invite le père Whitman? Comment nous défaire des préjugés, des coutumes, des influences de toutes sortes? La réponse jeune et tendre pousse, et qu'il faut sans cesse s'efforcer de changer de point de vue. À la surprise des garçons qui écoutaient avec intérêt, M. Keating bondit soudain sur son bureau. Pourquoi suis-je monté ici? Pour vous sentir plus grand, avança Charlie. Non, mon jeune ami, vous n'y êtes pas. Je suis monté sur ce bureau pour me rappeler que nous devons constamment modifier le regard que nous portons sur le monde. Car le monde est différent vu d'ici. Vous ne croyez pas? Alors levez-vous et venez essayer. Allez, vous tous, chacun son tour. Keating descendit de son perchoir. Tous les élèves, à l'exception de Todd, se massèrent sur l'estrade et grimpèrent chacun leur tour, parfois 2 ou 3 à la fois, sur le bureau de leur professeur. Si vous avez une certitude, continua Keating, tandis que certains regagnaient déjà leur place, alors obligez-vous à considérer le problème sous un angle différent, même si cela paraît idiot ou absurde. Quand vous lisez, ne vous limitez pas à ce que dit l'auteur, mais tâchez d'analyser ce que vous ressentez. Vous devez vous efforcer de trouver votre voie, messieurs, et plus vous tardez, moins vous avez de chances de parvenir à vos fins. Pour citer Thoreau, la majorité des hommes mènent une vie de calme désespoir.
vous allez m'écrire un poème, quelque chose de votre cru, que vous lirez à voix haute devant la classe. Messieurs, à lundi. Sur ces mots, Keating disparut, pour reparaître presque aussitôt, un sourire sardonique aux lèvres. Et monsieur Anderson, je sais très bien que ce devoir vous flanque une frousse bleue, espèce de taupe. Allongeant le bras, Keating fit mine de foudroyer son élève. La classe eut un rire nerveux, un peu embarrassé pour le pauvre Todd, qui parvint à ébaucher un sourire. Les cours finissaient tôt le vendredi, et les garçons quittèrent la salle de classe, l'esprit léger, heureux de cet après-midi libre qui s'offrait à eux. Si on montait sur la tour de l'horloge pour bricoler cette radio, proposa Pitts à Mix, tandis qu'ils traversaient le campus. Radio Amérique. Ils passèrent sans s'arrêter devant un groupe d'élèves qui attendaient avec impatience la distribution hebdomadaire du courrier. Sur la pelouse, on jouait au hockey. Plus loin, M. Nolan longeait le plan d'eau en encourageant de la voix l'équipe d'aviron de Welton. Souquet plus long que diable. Ses livres jetés dans la sacoche fixée sur sa roue arrière. Knox fourcha sa bicyclette. Il descendit en sifflotant vers les grilles du collège, puis, s'assurant d'un regard par-dessus l'épaule que nul ne lui prêtait attention, il donna un furieux coup de pédale et franchit le portail en direction de la petite ville de Walton. Le souffle court, Knox fonçait à toutes jambes vers Ridgeway High. Lorsqu'il arriva devant le lycée, une grande animation régnait sur le parking. L'équipe de football américain se préparait à un déplacement. Knox s'appuya contre la clôture et observa le va-et-vient incessant des lycéens autour de 3 autobus au chrome flamboyant. Après une répétition aussi hâtive que cacophonique, les membres de la fanfare, en uniforme rouge et or, et charcot, à plumes, embarquaient à bord du premier véhicule. Le second était réservé aux joueurs. Une foule bruyante de supporters et de cheerleaders se massait aux portes du troisième bus. Parmi eux, Knox reconnut la tête blonde de Chris Noel. Il la vit s'élancer à la rencontre de Chet, qui portait son casque à muselière sous le bras et l'embrassait sur les lèvres. La silhouette déformée par ses épaulières de protection, Chet la pressa contre lui en passant un bras autour de sa taille et elle éclata d'un rire cristallin. Puis, échappant à son étreinte, elle courut grimper à bord du bus des supporters. Le visage morne, Knox reprit lentement le chemin de Walton. Depuis le fameux soir chez Danbury, il avait rêvé de revoir Chris Noel. Mais pas ainsi, pas dans les bras de l'ignoble Chet Danbury. Dan se demanda s'il pourrait un jour trouver les mots qui feraient se pâmer d'aise la belle Chris. L'après-midi touchait à sa fin. Todd était assis en tailleur sur son lit, un bloc de papier sur les genoux. Il griffonna quelques mots qu'il raya aussitôt, avant d'arracher la page qu'il jeta en poule dans la corbeille. De rage et d'impuissance, il se couvrit un moment le visage de ses deux mains. À ce moment précis, Neil fit irruption dans la pièce. Son visage rayonnant formait un contraste frappant avec la mine maussade de Todd. « J'ai trouvé. Quoi donc? Ce que je veux faire, ce que j'ai toujours voulu faire, ce qui brûle en moi. » Il tendit un tract à Todd. « Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, » lut ce dernier. « Qu'est-ce que c'est? Une pièce de théâtre, imbécile. Je sais bien, mais quel rapport avec toi? » Ils vont la montrer à Henley Hall. Tu vois, audition ouverte à tous. Et alors je vais devenir acteur, cria Neil en bondissant sur son lit. J'ai toujours eu envie d'essayer. L'été dernier, j'ai voulu m'inscrire à un cours d'art dramatique, mais bien sûr, mon père s'y est formellement opposé. Il sera d'accord aujourd'hui, demanda Todd en fronçant les sourcils. Non, mais ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important alors? Tu ne comprends donc pas. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux faire. Et pour la première fois, je vais foncer, avec ou sans le consentement de mon père. Carpe diem, Todd. Carpe diem. Neil déclama quelques vers, la main tendue en l'air, le visage tourné vers les derniers rayons de soleil qui pénétraient par la fenêtre. Neil, comment vas-tu jouer dans cette pièce si ton père s'y oppose, insista Todd avec naïveté. Il faut d'abord que je décroche ce rôle, et puis, pour le reste, on verra. Mais il va te massacrer si tu ne lui dis pas que tu passes une audition. Il n'en saura rien. Neil, tu sais que c'est impossible. Rien n'est impossible. Pourquoi tu ne lui demandes pas la permission? Mais dans quel camp es-tu? S'enflamma soudain Neil, irrité par ce rappel insistant à la réalité. De toute façon, je n'ai pas encore le rôle. J'ai bien le droit de rêver un peu, non? Désolé, fit Todd, baissant les yeux
l'impression de n'avoir jamais vraiment vécu, se lamenta Charlie quand il fut parti. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais pris de risque. Je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je veux. Au moins, Neil sait ce qu'il veut devenir. C'est qu'il veut devenir acteur. Et Knox sait qu'il veut Chris. Il me la faut, grommela Knox dans son coin. Mix, continua Charlie, toi qui es le petit génie de la bande, que diraient les poètes disparus de mon cas? Les romantiques étaient des dilettantes, des aventuriers de la pensée. Ils voulaient bourlinguer sur toutes les mers avant de jeter l'ancre, à moins qu'ils ne décident de continuer à voguer au gré du vent. Cameron fit la grimace et cligna des paupières. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les dilettantes à Welton. Tandis qu'on considérait cette dernière réflexion, Charlie se leva et se mit à tourner dans la grotte comme un fauve en cage. Soudain, il s'immobilisa et son visage s'illumina. Je déclare que cet endroit prendra le nom de grotte Charles Dalton, pour dilettantisme effréné. À l'avenir, tous ceux qui en désireront l'accès devront obtenir ma permission. Une minute, Charlie, objecta Pitts. Cet endroit appartient au cercle. En théorie, oui, mais c'est moi qui l'ai découvert le premier, et j'en réclame la propriété exclusive. Encore qu'il n'y ait qu'un seul Charlie Dalton dans ce groupe, soupira Mix. Les autres approuvèrent de la tête. La grotte était devenue leur foyer, lieu magique à l'abri des regards, soustrait à toute forme d'autorité, un endroit où ils pouvaient être tout ce qu'ils rêvaient d'être, laisser libre cours à leur imagination. Lieu de tous les possibles, bulle d'indépendance dans un monde régimenté, soupape aux pressions qu'exerçait sur l'univers clos de Welton. Le cercle des poètes disparus venait de renaître de ses cendres, et il voulait dévorer la vie à pleines dents. Mais les heures s'envolaient et les garçons durent à contre-cœur quitter leur repère afin de regagner le collège à temps pour l'entraînement de football. Et regardez un peu qui est notre entraîneur, s'exclama Pitts. Les garçons tournèrent leur regard dans la direction indiquée par Pitts et firent M. Keating arriver sur la pelouse en petite foulée. Maintenu par une lanière passée sur son épaule, un filet rempli de ballons lui battait le mollet en cadence tandis qu'il serrait sous l'autre bras un mystérieux coffret en bois. Bonjour messieurs, lequel d'entre vous a la feuille d'appel? Un élève la lui apporta. Répondez présent, je vous prie. Chapman, présent. Perry, aucune réponse. Neil Perry. Chez le dentiste, répondit Charlie. Keating eut un marmonnement dubitatif. Watson, silence. Une autre rage de dents sans Keating. Watson est malade, monsieur. Ouais, malade mon œil. J'imagine que mon devoir serait de donner un blâme à Watson, mais dans ce cas je devrais en donner un aussi à Perry. Et j'aime bien Perry. Il jeta la feuille d'appel par terre. Messieurs, vous n'êtes pas obligés de venir si vous n'en avez pas envie. Ceux qui veulent jouer, suivez-moi. Keating fendit le cercle d'élèves à grands pas, sans hésiter, conquis par l'excentricité de leur professeur. Les garçons le suivirent jusqu'au centre du terrain. Asseyez-vous, messieurs. Certains fanatiques pouvaient bien affirmer que tel ou tel sport est par essence supérieur à tel autre. Pour moi, l'essentiel dans le sport, c'est le dépassement de soi auquel il nous oblige sans cesse. C'est ainsi que Platon, pourtant si doué naturellement, a pu dire « C'est la compétition qui fait de moi un poète et un orateur ». Je vais remettre à chacun d'entre vous un de ces bouts de papier et vous irez vous aligner sur un rang. Keating distribua des carrés de papier aux élèves, puis courut placer une balle à une dizaine de mètres du garçon qui avait pris la tête de la file. M. McAllister, qui longeait le terrain de sport en direction de la bibliothèque, entendit Keating donner ses dernières instructions. Curieux de voir quelle nouvelle facétie avait inventé son ardent collègue, il s'arrêta un moment pour observer la scène. Bon, maintenant, à vous de jouer, cria Keating. Le premier des garçons fit un pas en avant et lui à voix haute. Oh, se battre contre vents et marées, affronter l'ennemi avec un cœur d'airain. C'est un cœur de carton, ça, faites-moi résonner les reins. Oh, se battre contre vents et marées, affronter l'ennemi avec un cœur d'airain. L'adolescent s'élança alors et frappa du pied le ballon qui passa à côté de la cage de but. Aucune importance, Johnson, c'est le geste qui compte. Lorsque Keating eut placé un second ballon devant la file, il va en arrière et bascula le couvercle de son coffret magique, qui se révéla être un électrophone portatif. Il souleva le bras de l'appareil,
tous et éprouver les confins de la résistance. Il se lança à son tour. Au moment de frapper la balle de toutes ses forces, il cria « Jet !» Ce fut ensuite au tour de Mix. Contempler l'adversité sans ciller, la torture et le cachot, et la vindicte populaire. Être enfin un dieu, hurla Charlie avant de balancer toute son énergie dans le globe de cuir. McAllister secoua la tête et reprit son bonhomme de chemin, un mince sourire sur les lèvres. Les garçons continuèrent l'exercice, mais la nuit tombante ne tarda pas à en marquer la fin. Tad Anderson, qui avait réussi à se cacher derrière les autres, poussa un soupir de soulagement et se mit à trotter en direction du dortoir. « Monsieur Anderson, le rappela Keating, ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise. » L'adolescent sentit le sang affluer à ses joues. Honteux, maudissant sa vulnérabilité, il courut jusqu'au bâtiment de briques rouges et claqua la porte derrière lui. Il grimpa les marches 4 à 4, se jeta dans sa chambre et se recroquevilla sur son lit. L'histoire, lorsqu'il se redressa, le visage creusé par les larmes, les yeux tombèrent sur le poème qu'il avait griffonné sur son brouillon. Il y ajouta un vers, puis de rage, cassa son crayon en deux. Il arpenta un moment la pièce et finit par pousser un long soupir, s'emparant d'un autre crayon. Il se remit à la tâche, résolu à livrer bataille contre ces mots qui tourbillonnaient, insaisissables, dans le cachot de son imagination. Ça y est, entendait-il Neil crier dans le couloir. J'ai le rôle, je vais jouer Puck. La porte s'ouvrit en grand. Neil entra, rayonnant de joie. Todd, j'ai été pris, je suis Puck. À ces cris, Charlie et d'autres se présentèrent sur le pas de la porte. Félicitations, vieux. Merci les gars, on se voit plus tard, entendu. J'ai un travail urgent. Tout à son allégresse, Neil leur ferma presque la porte au nez et sortit une vieille machine à écrire sous son lit. Neil, comment tu vas t'en sortir? Ça va être drôlement coton. Chut, je crois que je tiens la solution. Il me faut 2 lettres de permission. De toi? De mon père et de Nolan? Neil, tu ne vas pas... Attends, laisse-moi réfléchir. Neil se mit à taper à la machine avec 2 doigts, riant tout seul. Cher monsieur Nolan, disait-il d'une voix hachée à mesure que s'imprimaient les caractères, je vous écris au sujet de mon fils Neil. Todd secoua la tête, inquiet des risques qu'encourait son ami. Le lundi matin, devant la classe silencieuse de M. Keating, Knox Overstreet fut le premier à lire le poème qu'il avait composé. Ah, Chris, douceur de ses yeux de saphir, reflet de sa chevelure d'or, mon cœur succombe à son empire, heureux de savoir qu'elle respire. Knox baisa sa feuille. Désolé, mon capitaine, dit-il en regagnant piteusement son pupitre. C'est vraiment idiot. Non, c'est parfait, au contraire, Knox. Ce qu'il vient d'illustrer, poursuivit Keating, en s'adressant à toute la classe, est d'une importance capitale. En poésie, comme en toute entreprise, consacrez toute votre ardeur aux choses essentielles de la vie, l'amour, la beauté, la vérité, la justice. Il marchait au milieu d'eux à grands pas, tournant la tête d'une rangée à l'autre, les jambes légèrement écartées, comme les branches d'un compas qui prendrait la mesure de la classe. Et ne restreignez pas la poésie au seul langage. La poésie est présente dans la musique, dans la photographie, voire dans l'art culinaire. Partout, il s'agit de percer l'opacité des choses pour en faire jaillir l'essence à nos yeux. Partout, ce qui est en jeu, c'est la révélation du monde. La poésie peut se cacher dans les objets ou les actions les plus quotidiennes, mais elle ne doit jamais, jamais être ordinaire. Écrivez un poème sur la couleur du ciel, sur le sourire d'une fille, si ça vous chante. Mais consentant vers le jour de la création, du jugement dernier et l'éternité. Tout m'est bon, pour peu que ce poème nous mette en joie, pour peu qu'il lève un coin de voile sur le monde et nous procure un frisson d'immortalité. Oh capitaine, mon capitaine, appela Charlie, est-ce qu'il y a de la poésie dans les maths? Plusieurs ricanements se firent entendre. Absolument, monsieur Dalton, il y a de l'élégance dans les mathématiques. Et n'oubliez pas que si tout le monde se mettait à rimailler, la planète pourrait bien mourir de faim. Mais la poésie nous est nécessaire et nous devons sans cesse nous arrêter pour la débusquer dans le plus simple des actes. Sinon, nous risquons de passer à côté de ce que la vie a de plus beau à nous offrir. Qui veut réciter son poème? Allons, un peu de courage. Vous n'y couperez pas de toute façon. Keating promena ses regards sur ses élèves, mais tous se tinrent court. Il se pencha alors sur le pupitre de Todd et sourit avec malice. Observez, monsieur Anderson,
Vous voyez quelle angoisse pétrit son visage. Allez, debout, mon garçon, et déchargez votre âme de ces misères. Les regards se braquèrent sur l'adolescent qui, comprenant que toute protestation serait vaine, se leva timidement et alla se placer sur l'estrade, présentant à la classe un visage de condamné à mort. Monsieur Anderson, avez-vous préparé un poème? Todd fit non de la tête. Monsieur Anderson est persuadé que ce qu'il détient en lui est sans valeur et méprisable. N'est-ce pas, Todd? C'est bien là votre terreur. Le jeune garçon hocha nerveusement la tête. Alors aujourd'hui, nous allons apporter la preuve que ce que vous avez dans le ventre a au contraire une valeur inestimable. Keating gagna le tableau noir en 3 enjambées. En lettres capitales, il écrivit et lut: Je hurle mon yo barbare sur tous les toits du monde. Walt Whitman. Il se tourna vers la classe. Un yawp, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, c'est un cri retentissant. Todd, j'aimerais que vous nous donniez un exemple de yawp barbare. Un yawp, répéta Todd avec un filet de voix presque imperceptible. Barbare, monsieur Anderson. Yawp. Keating se précipita sur l'adolescent, le faisant sursauter. Allons, criez. Yawp. C'est un miaou, ça, plus fort. Yawp. Plus fort. Ah, hurla Todd, exaspéré. Eh bien voilà, on y est, Anderson. Il y a un barbare qui dort en vous. Todd se détendit un peu. Anderson, vous voyez la photo de Whitman au-dessus du tableau. À quoi vous-t-il pensé? Vite, sans réfléchir. Un fou. C'est bien, oui, un fou. Quelle sorte de fou? Répondez vite. Un fou, dément. Allons, un effort d'imagination. Vous pouvez faire mieux que ça. La première chose qui vous vient à l'esprit, même si c'est absurde. Un fou qui chante. Keating applaudit. Voilà le poète qui parle. Maintenant, fermez les yeux. Décrivez ce que vous voyez. Allez. Je ferme les yeux. Son image danse au-dessus de moi. Le fou qui chante, l'encouragea Keating. Son regard soupèse mon âme et perce mon front. Excellent, mettez-le en scène, du rythme. Ses mains se tendent vers moi. Il essaye de m'étrangler. Oui. Il marmonne dans sa barbe. Qu'est-ce qu'il dit? La vérité, cria Todd. La vérité, comme une couverture qui nous laisse les pieds froids. Quelques éclats de rire fusèrent dans la classe. Le visage de Todd s'empourpra. Oubliez-les, l'exhorta Keating. Parlez-nous de cette couverture. On a beau la tirer à nous dans tous les sens. Elle ne nous couvrira jamais entièrement. Continue. Souquez-la, tiraillez-la, ça ne suffira jamais. Ne t'arrête pas. Du jour où on entre dans son monde, vagissant, cria Todd, à celui où on le quitte agonisant, on ne peut que s'en couvrir la tête et gémir, pleurer ou hurler. Todd s'immobilisa. Un silence électrique avait figé la classe, saisi par la soudaine inspiration qui s'était emparée de leurs camarades. Secouant le charme, Neil se mit lentement à applaudir. D'autres se joignirent à lui, gonflant la poitrine. Todd arbora pour la première fois un sourire plein de confiance. N'oubliez jamais que ce qui vient de se passer, lui glissa Keating à l'oreille. Merci, monsieur, répondit-il avant d'aller s'asseoir. À la fin du cours, Neil vint féliciter son ami d'une poignée de main. Je savais que tu en étais capable. C'était vraiment bien. À ce soir dans la grotte. Merci, Neil. Au crépuscule, Neil joignit ses camarades dans la grotte près de la rivière. Il apporta une vieille lampe dont l'abat-jour moucheté était tout cabossé. Désolé les gars, je suis en retard, fit-il un peu essoufflé. Les autres membres du cercle des poètes disparus étaient assis par terre en tailleur autour de Charlie qui tenait sur ses genoux un saxophone. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier, fit Neil. Qu'est-ce que c'est? Demanda Mix. Une lampe, gros malin. Le rabot à Pitts. Neil ôta l'abat-jour et découvrit un pied de lampe en forme de statuette peinte. Elle représentait une sorte de génie, comme on décrive les contes d'Arabes, vêtu d'un pantalon bouffant et la tête coiffée d'un turban. Avec son rictus menaçant et son bouc noir, il faisait plutôt songer à un mauvais génie. Ce n'est pas une lampe, corrigea Neil en souriant, c'est le dieu de la caverne. Gros malin toi-même, lança Mix à Pitts. Il posa la statuette par terre, ficha une bouche dans le creux taillé dans le turban et en alluma la mèche. Charlie s'éclaircit la gorge en signe d'impatience. Bon, et si on commençait? Les autres se tournèrent vers lui et se turent. Messieurs, Peau et musique, par Charles Dalton. Il souffla dans son instrument, tandis que ses doigts pianotaient au hasard sur les clés. Un chapelet de notes stridentes ou ronflantes résonna dans la grotte. Rire, pleurs, murmures, clameurs. Il faut faire plus, oui, faire plus. Il joua encore quelques notes sans suite, puis déclama à nouveau avec un débit de plus en plus rapide. Appel surgit du néant, rêve jaillit du chaos, cri envolé. Allez plus loin, allez plus loin. Sa voix
visage sceptique de ses camarades s'éclaira soudain. De longues notes mélodieuses s'échappèrent du pavillon de son instrument, rondes ou déchirantes, et remplirent la grotte de leurs plaintes ondoyantes, s'attardant sous la voûte avant de se perdre dans un dernier écho plein de mélancolie. Autour de lui, les garçons attendirent que meure la note finale pour exprimer leur enthousiasme. Charlie, c'était génial, s'exclama Neil. Ouais, tu as appris à jouer. Mes parents voulaient que j'apprenne la clarinette, mais je détestais ça. Le sax, c'est quand même plus sonore. Soudain, Knox s'adressa, s'écarta du groupe et poussa un long cri de désespoir. Je n'en peux plus, il me faut Chris, ou je me jette au fond de la rivière. Knox, calme-toi. Non, c'est justement ça mon problème. J'étais calme toute ma vie. Si je continue à rester là à broyer du noir, je vais finir par en crever. Où vas-tu lui lança Neil comme il s'élançait hors de la grotte. Je vais l'appeler, répondit Knox en s'enfonçant dans les bois. La séance du cercle s'en trouvera brutalement écourtée. Au pas de course, tous suivirent Knox jusque sur le campus, désireux de connaître le résultat de son initiative. Ils s'y retrouvèrent tous autour du téléphone mural installé dans le hall du dortoir. La chance sourit aux audacieux, s'enhardit Knox en décrochant le combiné du téléphone installé en bas de l'escalier du dortoir. Les autres faisaient cercle autour de lui, l'encourageant tandis qu'il composait le numéro. Allô? Il entendait la voix de Chris. Knox fut pris de panique et raccrocha aussitôt. Elle va me haïr. Les Danbury vont me haïr. Mes parents vont me harceler, me hacher en morceaux. Il regarda ses camarades qui ne réagirent pas, comme s'ils sentaient que la décision devait venir de lui. Oh, et puis tant pis, carpe diem, même si je dois y laisser ma peau. Il décrocha à nouveau le téléphone et composa le numéro de Chris. Allô? Allô, Chris, ici Knox Overstreet. Knox? Oh oui, Knox. Je suis contente que tu appelles. Ah oui, vraiment. Il couvrit l'émetteur et annonça avec enthousiasme à ses amis. Elle est contente que j'appelle. Je voulais te parler, poursuivit Chris, mais je n'ai pas ton numéro. Les parents de Chet s'en vont à Boston pour le week-end, et Chet en profite pour inviter des tas d'amis. Est-ce que ça te dirait de venir? Oui, bien sûr. Les parents de Chet ne sont pas au courant, alors inutile d'ébruiter les nouvelles. Mais tu peux amener quelqu'un si tu veux. J'y serai, chez Danbury, vendredi soir. Entendu? Merci, Chris. Il raccrocha et poussa un cri de victoire. Vous entendez ça? Elle allait m'appeler. Elle m'a invité à une fête. Chez Danbury. Oui. Donc, quoi, fit Knox sur la défensive. Ça veut dire que tu ne sors pas avec elle? Peut-être, Charlie. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ah bon? Alors qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est qu'elle pensait à moi. Charlie secoua la tête, incrédule devant l'optimisme affiché de son camarade. J'ai rencontré qu'une fois, et déjà je suis le centre de ses pensées, continua Knox. Je le sens, elle sera mienne. D'un bond, il s'élança dans l'escalier, avalant les marches 4 à 4 sous le regard amusé des poètes disparus. Qui sait, disait Charlie, après tout, l'amour donne des ailes. Carpe diem, conclut Neil. Chapitre 9. Jugé sur sa bicyclette, Neil traversa la place du village à coups de pédale énergiques. Prit Vermont Road en enfilade après avoir contourné l'hôtel de ville et dépassa quelques boutiques au rideau baissé avant d'atteindre enfin les bâtiments blancs de Henley Hall. Il laissa sa bicyclette devant l'entrée. À peine avait-il posé le pied dans la salle de spectacle que le metteur en scène l'interpellait. Dépêche-toi, Neil, on a besoin de Puck pour répéter ce passage. Neil dévala l'allée centrale en direction de la scène, saisit au passage un bâton surmonté d'une tête de bouffon que lui tendait l'accessoiriste et commença impromptu. Rien que 3, allons encore un. 4 feront de couple, le voici qui vient, Mossad. La voici qui vient, Mossad. Cupidon est un mauvais garnement de rendre ainsi folle de pauvres femmes. Puck posa un genou en terre pour mieux observer Hermia, jouée par Ginny Danbury, qui rampait sur les planches en proie à la folie, les yeux rougis. Le metteur en scène, un homme d'une quarantaine d'années en favoris grisonnant, interrompit Ginny pour complimenter Neil. C'est bien, Neil, on a vraiment l'impression que ton Puck est conscient de tirer les ficelles de l'intrigue. Souviens-toi qu'il s'amuse beaucoup de ses manigances. Neil hocha la tête et répéta ces derniers vers avec plus d'insolence. Cupidon est un mauvais garnement de rendre ainsi folle de pauvres femmes. Excellent, à toi, Jenny. Jenny rampa sur scène.
Jamais si lasse, jamais aussi malheureuse. Transie par la rosée, déchirée par les ronces, je ne pus me traîner ni aller plus loin. Debout au premier rang de l'orchestre, le metteur en scène fit de grands gestes en direction des coulisses pour indiquer aux figurants que c'était le moment d'apparaître. La répétition se prolongea jusqu'en fin d'après-midi. Les jeunes comédiens s'émerveillaient de voir la pièce prendre peu à peu naissance entre leurs mains et s'attardaient pour partager leur enthousiasme ou leur trac avec le reste de la troupe. Mais la nuit tombait vite et Neil dut s'éclipser. À demain, salua-t-il à la ronde. Il courut reprendre sa bicyclette, les yeux encore brillants du plaisir intense que lui procurait le fait de monter sur les planches et de donner vie à son personnage. La petite ville dormait. Neil reprit le chemin de Walton, répéta ses répliques à tue-tête. En s'approchant de Walton, il ralentit l'allure, s'assurant que le passage était libre avant de franchir les grilles. Quelques coups de pédale lui suffirent à gravir la pente douce qui menait au dortoir. Sa bicyclette remisait sous l'appentis. Il s'apprêtait à entrer dans le bâtiment de briques rouges lorsqu'il aperçut dans l'ombre une silhouette adossée contre le mur. Todd. Il s'approcha de son compagnon de chambre, qui était assis par terre sans manteau malgré le froid. Qu'est-ce que tu fais là? L'adolescent ne répondit pas. Todd, qu'est-ce qui ne va pas? Neil s'accroupit à côté de son ami. Il fait un froid de canard ici. C'est mon anniversaire, annonça Todd d'une voix blanche. Sans blague, tu aurais pu me prévenir. Bon anniversaire. Tu as reçu un cadeau? Todd claqua des dents. Sans un mot, il montra du doigt un grand carton plat posé à ses pieds. Neil en souleva le couvercle et découvrit le même nécessaire de bureau qui, dans leur chambre, ornait déjà la table de travail de Todd. C'est le même que le tien, fit Neil. Je ne comprends pas. C'est tout simple, il m'a offert la même chose que l'an dernier, fit le jeune garçon en éclatant en sanglots. Ils ne sont même pas rappelés. Il resta un moment silencieux, partageant la détresse de son ami. Ils ont peut-être pensé que le premier était usé, fit-il en guise de consolation. Ils se sont peut-être dit que... Peut-être aussi qu'ils ne pensent qu'à rien. Pense à rien, sauf quand il s'agit de mon frère, rétorqua Todd avec colère. Son anniversaire à lui, c'est toujours une grande fête. Il baissa les yeux sur un nécessaire du bureau. Le plus drôle, c'est que je trouvais déjà le premier très moche. Todd, je crois que tu sous-estimes la valeur de ce cadeau. Quoi? Sans blague, continua Neil, pinçant un rire. Si j'avais besoin 2 fois d'un nécessaire de bureau, je choisirais probablement celui-ci, les 2 fois. Todd esquissa un sourire. Et puis, qui voudrait d'un ballon de football, d'une batte de baseball ou d'une voiture décapotable plutôt que d'un nécessaire de bureau aussi beau que celui-là? Les deux garçons rirent ensemble, en regardant le grand carton posé à leurs pieds. Il faisait nuit noire à présent. Neil frissonnait de froid. Tu sais comment mon père m'appelait quand j'étais petit, dit soudain Todd. 3 francs 6 sous. Il disait que c'était tout ce que vaudraient les substances chimiques de mon corps si on pouvait les mettre en bouteille et les vendre. Et je ne voudrais jamais un sou de plus, si je ne consacrais pas chaque jour de ma vie à m'améliorer. 3 francs 6 sous. Neil secoua la tête et poussa un soupir, comprenant mieux ce manque de confiance de son camarade, traînant comme un poulet. Quand j'étais enfant, continua Todd, je croyais que les parents aimaient d'instinct leurs enfants. C'est ce qu'on m'enseignait à l'école. C'est ce que je lisais dans mes livres. J'ai fini par le croire. Mais mes parents, eux, semblent réserver leur amour à mon frère aîné. Todd se leva, inspira profondément, comme pour refouler ses larmes, et, sans rien ajouter de plus, alla se réfugier à l'intérieur du dortoir.
conversation sous le regard attentif de leur professeur et celui plus intrigué de leurs camarades. Peu à peu, presque insensiblement, ils se mirent à marcher dans le pas l'un de l'autre, et leurs semelles finirent par battre en mesure le pavé de la cour. Parmi leurs camarades restés sur le côté, plusieurs se mirent à frapper des mains une cadence militaire. Et voilà, ça y est, triompha alors Keating. Vous entendez une, deux, une, deux. On s'amuse comme des fous dans la classe de Monsieur Keating, chantonna-t-il. Occupé à corriger des copies dans sa salle de classe, M. McAllister s'irrita bientôt de ce chahut. Repoussant son siège, il alla jusqu'à la fenêtre pour en déterminer la cause. Les trois marcheurs arpentaient la cour d'un pas martial, levant le mollet et claquant du talon, encouragés par les battements de main de la classe. Le doyen Nolan, qui rédigeait son courrier dans l'atmosphère feutrée de son bureau, eut lui aussi l'oreille attirée par ce remue-ménage singulier. Délaissant son travail, il se dirigea vers la fenêtre et contempla avec étonnement cette mascarade de parade militaire. Ses sourcils se froncèrent. « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque » grommela-t-il entre ses dents. À son grand désarroi, il était trop loin pour saisir clairement les propos de M. Keating. « C'est bon, arrêtez, dit M. Keating. Vous avez sans doute remarqué qu'au début, messieurs Overstreet, Pitts et Cameron sont partis chacun à leur allure, de longues et lentes enjambées pour Pitts, qui sait que ses grandes jambes le porteront bien au but, un tranquillement menu et inquiet pour Cameron, qui craint à chaque pas de voir chuter sa moyenne. Quant à M. Overstreet, il avançait comme poussé par une force virile. Mais vous avez remarqué aussi qu'ils n'ont pas tardé à se mettre au pas, et nos battements de main n'ont fait que les y encourager. Cette expérience fort instructive avait pour but d'illustrer la force du conformisme et la difficulté de défendre conviction face aux autres. Et dans le cas où certains d'entre vous, je lis dans leurs yeux, s'imaginent qu'ils auraient continué leur petit bonhomme de chemin sans sourciller, qu'ils se demandent pourquoi ils se sont mis à battre des mains ainsi. Messieurs, nous portons tous en nous ce désir d'être acceptés, mais tâchez d'encourager ce que vous portez d'unique ou de différent, même si vous devez pour cela vous faire taxer d'excentricité. Je cite Frost, 2 roues se sont offertes à moi, j'ai choisi la moins fréquentée, et cela a fait toute la différence. Bien, à présent, je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre propre façon de marcher. Je ne vous demande pas de faire les clowns, mais de prendre conscience de votre individualité. Allez-y, le pavé est à vous. Adoptant des démarches plus ou moins loufoques, les garçons envahirent la cour en tous sens, à l'exception de Charlie qui resta adossé à un pilier. « Monsieur Dalton, vous ne jouerez pas avec nous. Je fais valoir mon droit à l'immobilité. » « Merci, monsieur Dalton. Clair, succinct, vous nagez à contre-courant. » Monsieur Nolan s'écarta de la fenêtre, le front soucieux. « Où cela va-t-il nous mener » grommela-t-il en se caressant le menton. À quelques fenêtres de distance, monsieur McAllister rejeta d'un haussement d'épaule amusé les pitreries de son collègue et retourna à ses corrections. « Rendez-vous ce soir à la grotte » souffla Cameron à Neil tandis qu'il gagnait le cours suivant. « Quelle heure » ? 7h30. Je vais passer le message. Le soir tombait vite. Todd, Neil, Cameron, Pitts et Mix se retrouvèrent bientôt autour d'un feu de camp dans la grotte, tendant leurs mains gelées vers les flammes. Dehors, un brouillard épais étouffait la forêt et les arbres, se balançaient lentement au gré d'une brise légère. « C'est lugubre ce soir, fit Mix en rentrant la tête dans les épaules. Où est Knox ? Il se fait beau pour la fête chez Dunbury. Et Charlie ? Demanda Cameron. C'est lui qui a insisté pour qu'on se réunisse ce soir. Les autres ne répondirent que par un haussement d'épaule. Neil décida d'ouvrir la séance sans plus attendre. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. Les yeux de Neil quittèrent soudain la page pour se tourner vers l'ouverture de la grotte. Tous avaient entendu un bruissement dans la forêt, et il ne s'agissait pas du vent. Curieusement, ils avaient cru entendre des rires étouffés. Une voix féminine résonna soudain au seuil de leur repère. « Oh là là, ce qui fait noir là-dedans !»« C'est par là, » répondit la voix de Charlie. « On y est presque. » Les visages des garçons rougeoyèrent sous les flammes tandis qu'ils se penchaient pour mieux voir les 2 filles qui s'avançaient vers eux en compagnie de Charlie. Pete se dressa d'un bond et manqua se fracasser le crâne contre la voûte. « Salut les gars, dit Charlie, un bras passé sur les épaules d'une jolie blonde. Je vous présente Gloria et... » Il hésita et se tourna vers une fille
furieusement Charlie. Je vous présente les membres du cercle des poètes disparus. Quel drôle de nom, s'écria Gloria. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un secret, répondit Charlie. Ce qu'il est chou, roucoula Gloria en l'étreignant. Les garçons se sentaient intimidés par ces deux créatures exotiques qui venaient de violer leur sanctuaire. Elles étaient visiblement plus âgées, 20 ans ou même un peu plus. Tous se posaient la même question. Où Charlie avait-il bien pu les ramasser? Messieurs, dit Charlie, en passant une main sur la taille de Gloria, sous le regard ahuri de ses camarades, j'ai une annonce à faire. Fidèle à l'esprit novateur qui anime les poètes disparus, je ne répondrai plus au nom de Charlie Dalton. Désormais, appelez-moi Nuanda. Les filles trouvèrent cela très drôle. Alors il n'y a plus de Charlie, demanda Gloria. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous, Mama? Nuanda, corrigea-t-il. Ça ne veut rien dire, je viens de l'inventer. J'ai froid, dit encore Gloria. Sortons chercher du bois, dit Neil, en faisant un signe à ses comparses. Mix, Pitts et les autres quittèrent la grotte. Charlie se baissa, ramassa un peu de boue sur l'extrémité de ses doigts, et tel un guerrier apache dessina 2 traînées sombres sur ses joues, le menton provoquant. Il adressa à Gloria un regard brûlant avant de disparaître à son tour par l'ouverture de la grotte. Restées seules, les 2 filles bouffèrent de rire, tandis que les membres du cercle des poètes disparus s'enfonçaient dans les bois à la recherche de points morts. Knox Overstreet pédalait en direction de la maison des Danbury. Il abandonna sa bicyclette dans les fourrés qui bordaient la riche demeure et ôta son manteau, qu'il fourra dans la sacoche arrière. Son cravate ajustée, il grimpa d'un bond les quelques marches du perron et frappa à la porte. De la musique lui parvenait à peine étouffée, mais personne ne vint lui ouvrir. Il frappa à nouveau plus fort, puis actionna le bouton de porte et entra. La fête battait son plein. Un grand rouquin et une fille en soquette blanche se bécotaient sur le divan du vestibule. D'autres couples étaient installés sur les fauteuils, les sofas ou même les tapis, apparemment coupés du monde extérieur. Knox restait debout sur le seuil, ne sachant quelle partie prendre. Chris Chase soudain de la cuisine, ses cheveux blonds en bataille. Chris, appela-t-il. Oh bonjour, répondit la jeune fille désinvolte, contente de te voir. Tu es venue seule? Oui. Ginny doit être dans les parages, tu n'as qu'à la chercher. La jeune fille s'éloigna. Mais Chris, essaya-t-il de la retenir. Jed m'attend, fais comme chez toi. Les épaules de Knox s'affaissèrent. Il enjamba les couples vautrés par terre et chercha du regard Ginny. Tu parles d'une fête, maugréa-t-il. Au même moment, les poètes disparus tâtonnaient dans l'obscurité en affectant de faire provision de bois mort. Charlie, souffla Neil, appelle-moi Nuanda. Nuanda, reprit patiemment Neil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi, ça vous gêne qu'on amène des filles ici? Non, bien sûr que non, intervint Pitts, mais tu aurais pu nous prévenir. Rien de tel que la spontanéité, murmura Charlie. Après tout, c'est un peu notre règle de fille, non? Où les as-tu ramassées? Elles se baladaient le long du terrain de foot. Elles m'ont dit que Welton les intriguait, alors les ai invitées à notre réunion. Elles sont à Henley Hall. Elles ne vont plus au lycée. Sans blague, fit Cameron, écarquillant les yeux. Qu'est-ce que t'as, Cameron? Le rabroua Charlie. Tu te comportes comme si elles étaient ta mère. Elles te font peur ou quoi? Non, elles ne me font pas peur. Mais si on se fait pincer avec elles, on est cuit. Eh, qu'est-ce que vous fabriquez? Appela Gloria depuis l'entrée de la grotte. On arrive, répondit Charlie. 1 minute. Charlie se tourna vers Cameron et murmura sur un ton menaçant. Si tu la fermes, Minus, on ne risque rien. Comment tu m'as appelé, Dalton? Oh, tu calmes tous les deux. Pas Dalton. Nuanda, lança encore Charlie avant de reprendre le chemin de la grotte. Les autres lui emboîtèrent le pas, laissant Cameron bouillant de rage. Il les suivit un moment du regard, puis s'élança sur leurs pas. Ils jetèrent dans les flammes les branches et les brindilles qu'ils avaient ramassées, et tous s'assirent autour du feu qui crépita avec une nouvelle vigueur. Je me demande comment Knox se débrouille, dit Pitts, rigolant. Le pauvre, soupira Neil. J'ai l'impression qu'il courait devant une cruelle déception. La mine longue, Knox déambulait dans la vaste demeure des Danbury. Il finit par atterrir dans la cuisine. Plusieurs adolescents étaient plongés dans une conversation animée. Un couple s'embrassait avec passion. Knox s'efforça de ne pas regarder la main du garçon qui, chaque fois reposé, s'obstinait à remonter sous la jupe de la fille. Dans un coin, il aperçut Ginny et Danbury, avec qui il échangea un sourire embarrassé. Delfrange à Mud Sand
rincèrent leurs verres. Nox se remit à tousser de plus belle et l'armoire à glace lui donna une claque dans le dos. Bon, faut que je trouve pas de cime, annonça Booba dans un hoquet éthylique. Salut meute de ma part. Je n'y manquerai pas, fit Nox, en encaissant une seconde fois une claque dans le dos. Il vit Ginny qui le regardait en riant. Amène ton godet, fit Steve, qui lui versa un autre verre. Nox sentit que la tête commençait à lui tourner. Les flammes s'élevaient vers la voûte de la grotte. Blottis l'un contre l'autre, les poètes disparus et leurs invités fixaient le feu avec fascination. Sur un rocher, une bougie se consumait lentement sur la tête enturbanée du dieu de la caverne. Je sais que vous étiez plutôt bizarre dans cette école, mais pas à ce point-là, dit Tina en examinant la statuette. Elle sortit de son blouson une flasque de whisky qu'elle tendit à Neil. Celui-ci hésita une seconde, puis s'en saisit et but une gorgée. En se donnant des airs de vieux loup de mer, il la tendit à Tina. Vas-y, fais passer, dit-elle. Ses yeux s'étaient animés. Le feu et le whisky donnaient des couleurs à son visage. La bouteille fit le tour de l'assemblée. Les garçons s'efforçaient de ne pas grimacer sous l'effet du liquide amer. Todd fut le seul à ne pas tousser après avoir avalé une rasade de whisky. Ouais, applaudit Gloria, impressionnée par sa descente. Dites, ça vous manque pas les filles? Si ça nous manque, répéta Charlie. Ça nous rend complètement dingue, oui. À propos, je voudrais annoncer que j'ai fait passer dans le bulletin du collège, au nom des poètes disparus, un article exigeant que les filles soient admises à Walton. Tu as fait quoi? S'écria Neil, bondissant sur ses pieds. Comment tu as fait d'abord? Tu oublies que je suis correcteur d'épreuves au bulletin. J'ai tout simplement inséré l'article. Alors on est foutu, gromme la bite. Pourquoi? Rétorqua Charlie. Personne ne sait qui on est. Mais ils vont deviner tout de suite, s'indigna Cameron, que les conséquences de cette bravade épouvantaient. Ils vont te tomber dessus et te cuisiner sur le cercle des poètes disparus. Charlie n'avait pas le droit de faire une chose pareille. Appelle-moi Nwanda, Cameron. Il a raison, gloussa Gloria. Nwanda, c'est plus joli. Charlie se leva à son tour. Enfin quoi? Est-ce qu'on fait semblant ici ou est-ce qu'on défend vraiment les idéaux du cercle? Parce que si on se réunit seulement pour lire des poèmes à tour de rôle, alors je ne vois pas bien l'intérêt. Peut-être, dit Neil, en se mettant à arpenter la grotte. N'empêche que tu n'avais pas le droit de parler en notre nom à tous. Et arrêtez de faire d'un voix de frog, bande de trouillards. S'il me coince, je dirais que j'ai fabriqué toute l'affaire. Pas de quoi vous tracasser. Bon, Gloria et Diana ne sont pas venus ici pour écouter vos jérémiades. Si on ouvrait la séance. Ouais, approuva Gloria. Faudrait qu'on voit ce qui se passe, histoire de savoir si on veut entrer au cercle. Neil haussa les sourcils. Vous deux. Charlie l'ignora et se tourna vers Tina. Oserais-je te comparer à un jour d'été? Non, tu es plus douce et plus tempérée. Tina fondit. Oh, comme c'est joli. Je le composais pour toi. Sans blague. Elle jeta ses bras autour du cou de Charlie. Les autres jouèrent les indifférents, alors qu'ils bouillaient de jalousie. Je vais en improviser un pour toi aussi, Gloria. Il ferma les paupières. Oh, beauté qui marche dans la nuit. Il rouvrit les yeux et se leva, comme sous le feu de l'inspiration. Oh, beauté qui marche dans la nuit, ton éclat éteint celui des cieux, car la passion, divine harmonie, brille dans la braise de tes yeux. Gloria frissonnait d'aise. C'est merveilleux, non? Les autres restaient assis, les visages cramoisis de dépit. Au même moment, le cœur en proie, lui aussi, à une jalousie dévorante. Knoxover Street titubait au hasard dans la vaste demeure. Il me l'avait bien dit, maugréa-t-il, en se rappelant les mises en garde de ses camarades du cercle. La maison était plongée dans une pénombre que seuls les rayons de la lune faisaient reculer. La musique lui martelait les tympans. Partout des masses indistinctes s'étreignaient et se pelotaient. Un verre à la main, étourdi par les innombrables whisky qui